Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laureline Seriez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laureline Seriez. Vous êtes le General Manager d'Uber. Tout le monde connaît Uber pour en avoir pris un dans sa vie, au moins pour les Parisiens. Vous allez me dire aussi que vous êtes très bien implanté dans plein de villes en France. Avant de parler des engagements et de ce que fait Uber pour la société, pour ses chauffeurs, parce qu'il n'y a pas que les chauffeurs, il y a aussi les trottinettes, il y a aussi les vélos, il y a aussi maintenant même les locations de véhicules. Donc ça revêt beaucoup de choses. On a envie de vous connaître, vous, Laureline Seriez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait l'ESSEC, Grande École de Commerce. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de travailler chez Uber, par exemple? Tiens. J'ai choisi de rejoindre l'entreprise Uber il y a maintenant 5 ans. Et en fait, à l'époque, c'était pour une grande aventure entrepreneuriale, puisque vous parliez effectivement non pas seulement des VTC, mais aussi des vélos et des trottinettes. Au départ, j'avais rejoint l'entreprise pour lancer cette activité en France. Et ce qui m'a toujours plu dans l'ADN de cette entreprise, c'est la capacité à voir autrement, à dépasser le statu quo. Uber a été quand même connu pour ça aussi au départ, pour révolutionner cette industrie. Et c'est une entreprise dans laquelle on peut avoir de l'impact, et c'est ça qui me plaît. Alors après, on va voir évidemment quel impact. Vous avez fait une école de commerce, quels étaient vos rêves, vos ambitions? Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui dans la vie peut-être des valeurs que vous portiez déjà quand vous étiez étudiante? J'ai toujours été intéressée par énormément de choses et j'ai fait une école de commerce principalement parce que c'était la réunion de beaucoup de choses que j'aimais. J'ai toujours aimé la dimension internationale, j'aimais voyager, j'aimais les langues, j'adorais les maths. Et à l'époque, à l'ESSEC aussi, j'avais décidé de me spécialiser. J'avais pris une majeure dans la responsabilité sociale de l'entreprise et l'impact, notamment aussi au travers du monde non lucratif. En tout cas, c'était aussi des choses que j'avais étudiées à l'ESSEC et ça rejoint un petit peu aujourd'hui ce que je fais. On en parlera peut-être aujourd'hui, mais ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui et la raison aussi pour laquelle j'ai choisi Uber et pas une autre entreprise, c'est que la démarche de RSE et l'impact positif, je parlais d'impact, ça recouvre beaucoup de choses, mais notamment la contribution de la société, de l'entreprise à la société, quelque chose de fondamental pour moi. Vous avez travaillé aussi chez Google? Tout à fait. Une appétence peut-être pour les grands groupes américains? J'ai aussi travaillé au Crédit Agricole, donc un grand groupe français. Donc c'est pas tellement une attache, ce qui va me porter, c'est plutôt le projet, l'environnement culturel. J'ai appris des choses absolument formidables aussi au Crédit Agricole et je me suis nourrie de ce parcours un petit peu éclectique. Donc c'est pas un choix en soi, c'est pas mon moteur numéro un que de me dire que j'ai envie de travailler pour une entreprise américaine, c'est plutôt la vocation. Oui, vous adoriez les maths, c'est ce que vous me dites? Mais c'est bien, c'est pas le contraire, bravo, parce que on manque de filles justement dans les filières. Et alors là, c'est tout un sujet. Ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu des moments de révélation. Donner envie à ces filles de revenir aux maths. Exactement. Et moi-même, il a fallu que j'y revienne en réalité à un moment dans mes études. Et voilà. Vous déplorez le fait que pas suffisamment de filles, en tout cas, s'orientent vers les filières scientifiques, etc. Enfin voilà, délaissent un petit peu peut-être les mathématiques, alors qu'elles ont toutes les compétences pour être aussi bonnes que les garçons. Alors évidemment, et ça serait un vaste sujet sur lequel je suis peut-être pas spécialement qualifiée pour regarder. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que de manière plus large et au-delà des mathématiques, que les femmes osent et grandissent dans leur carrière et ensuite, une fois que nous sommes en position de décision, de pouvoir aussi faciliter un certain nombre de choses pour l'évolution de la parité dans les organisations. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je m'engage aussi chez Uber. D'accord, vous allez nous expliquer comment. Uber, alors donc c'est la plateforme où les chauffeurs sont indépendants, on le répète, même si l'Union européenne a fait en sorte d'avoir une présomption de salariat, puisque certains se sont plaints de la précarité, en tout cas d'être indépendants. 45 000 chauffeurs en France, c'est ça? Absolument. 5 millions de clients, c'est énorme. Comment vous jugeriez le succès d'Uber? Ça tient à quoi selon vous? Ça tient vraiment à la simplicité et au départ à la révolution de l'usage. C'est-à-dire que quand Uber est arrivé en France et puis partout, en réalité, vous aviez des services qui étaient préexistants, notamment avec les taxis. C'était compliqué. Vrai, déjà. Vous n'aviez pas d'application, vous deviez appeler une centrale téléphonique, etc. Et là, en un clic, vous avez la possibilité de vous déplacer très simplement d'un point A à un point B au travers de votre smartphone. Donc, ce qui a fait le succès, c'est vraiment la simplicité d'usage. Et puis derrière, il y avait un réel besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mentionniez ces 45 000 chauffeurs en France. Il y a, par rapport à l'époque, encore plus de chauffeurs taxis qu'il n'y en avait déjà à l'époque. Donc, c'est tout simplement une industrie qui s'est développée et qui a répondu à une demande qui était là.
On parlait de l'engagement sociétal d'Uber. Comment se traduit-il concrètement? Il y a beaucoup de choses à dire. Les principales, oui, beaucoup de choses à dire, mais je dirais qu'il va y avoir différents axes. Il va y avoir un axe qui va être autour de l'engagement écologique et la transition vers les véhicules propres, et plus que des véhicules propres, des véhicules électriques, puisqu'on peut parler de toutes sortes de véhicules propres. Comment faites-vous dans la mesure où les chauffeurs sont propriétaires de leur véhicule? Bien des sûr. incitations? Non seulement les chauffeurs sont propriétaires de leur véhicule en tant qu'entrepreneurs, en tant que travailleurs indépendants, mais en plus, ils ont la liberté totale de choisir leur outil de travail. Donc, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, il s'agit plutôt de créer un mouvement, de créer une aspiration et évidemment un écosystème d'aide. Donc, on les a aidés, notamment financièrement. Ah, d'accord, donc Uber met en place des aides financières, en plus de celles qui sont proposées par l'État pour acquérir des véhicules propres. Des chauffeurs donc, qui ne roulent pas tous encore à l'électrique, ça représente à peu près combien en proportion? Est-ce que vous avez des retours là-dessus sur le parc automobile utilisé par les chauffeurs? On a pris des engagements en fait en 2020, donc c'était à peu près au moment de ma prise de fonction. On a pris l'engagement d'arriver à 100% de véhicules électriques à horizon 2030 et on s'était engagé à l'époque à la sortie du diesel à horizon fin 2024. Fin 2024, on y arrive, ce sera cette année, donc on n'aura plus de diesel. Même pas 2 mois. Voilà, donc on est parti d'un monde où à l'époque, en 2020, on avait 85% de véhicules diesel sur la plateforme. On sera à 0 à la fin de cette année. Et à date d'aujourd'hui, on est à peu près, pour répondre à votre question, à 16% des kilomètres qui sont réalisés en France, qui sont désormais faits par des véhicules électriques. La politique de recrutement chez Uber, alors quand je dis recrutement, c'est peut-être accepter que certains deviennent chauffeurs. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une diversité des profils? Quelle est la politique d'Uber en la matière? Alors, quand vous parlez de recrutement, juste pour clarifier, vous parliez des chauffeurs ou bien des salariés? Non, des chauffeurs. Oui, plutôt. Oui, alors, chauffeurs et salariés, si vous le souhaitez, puisque les chauffeurs font la démarche de vouloir devenir chauffeurs. Quels sont les critères pour qu'ils soient acceptés en tant que tels, et la matière de la politique de recrutement aussi dans l'entreprise Uber? Oui, c'est important, effectivement, c'est important de le savoir parce que c'est parfois méconnu. Pour devenir chauffeur VTC aujourd'hui en France, vous avez besoin de passer un examen qui est le même examen que celui des taxis, qui est composé d'un volet théorique et d'un volet pratique. Et à la suite du succès de cet examen, vous présentez à la préfecture de police qui vous délivre une licence, donc une autorisation à évoluer en tant que chauffeur VTC, donc à une licence professionnelle. Et cette licence professionnelle, elle est assujettie non seulement à la réussite de l'examen, mais également à tout un tas de contrôles qui sont effectués par la préfecture de police, qui va entre autres choses contrôler par exemple votre casier judiciaire. Et une fois que toutes ces vérifications sont faites, vous récupérez votre licence professionnelle et vous pouvez venir vous inscrire sur Uber ou développer votre propre... Certains en prennent plusieurs. Bien sûr, travailler avec une autre plateforme ou développer votre clientèle privée. Tout cela est possible. Et en ce qui va concerner Uber, du coup, nous, on ne demande pas plus que tout ce que la réglementation a déjà vérifié dans le cadre de la préfecture de police. La préfecture dit oui. La préfecture dit oui. Nous, derrière, on vérifie tous les documents. On vérifie plus d'une vingtaine de documents. On demande également aux chauffeurs de se représenter physiquement une fois par an dans notre centre d'accueil pour les chauffeurs pour s'assurer que le permis est toujours en règle, qu'il n'a pas sauté entre-temps, ou voilà, ce genre de choses. Donc on vérifie de près. Mais en revanche, c'est aussi une promesse de non-discrimination sur la plateforme Uber, puisque vous ne passez pas d'entretien et vous n'avez pas de lettre de motivation à rédiger. C'est important. Exactement, c'est très important parce que c'est ce que nous disent beaucoup les chauffeurs, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Oui, et il y a aussi de plus en plus de femmes, j'ai remarqué, qui deviennent chauffeurs en fait. Alors, on parlait tout à l'heure des engagements. C'est un métier qui se féminise. C'est un métier qui se féminise et en même temps qui part de loin, il faut être honnête. On parlait tout à l'heure de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a un fort volet vers l'écologie avec ce plan dont je vous parlais, 75 millions d'euros qu'on investit. On a de l'autre côté tout un volet sur la diversité, la parité, l'accessibilité aussi de nos services et au sein de l'entreprise. Oui, pour les personnes handicapées. Pour les personnes en situation de handicap. Et pour ce qui est des femmes, en fait, une bonne partie des personnes qui deviennent chauffeurs aujourd'hui le deviennent aussi, on appelle ça par équivalence. C'est-à-dire que vous pouvez soit passer votre examen
de la manière dont je l'ai décrit, ou alors vous pouvez déjà être un professionnel de la route et demander à la préfecture de police une licence par équivalence sans avoir à repasser l'examen, puisque vous êtes déjà qualifié d'une certaine manière pour le transport. Avec des livreurs ou autres. Et le monde des transports est un monde éminemment masculin, donc de cette manière-là, ce sont souvent des hommes qui se présentent pour rouler sur la plateforme. Donc, sans trahir de secret, on est en train de travailler à des nouvelles fonctionnalités spécialement destinées aux femmes chauffeurs, parce qu'on sait que c'est un axe sur lequel on peut encore s'améliorer. Participer à l'attractivité de ce métier pour qu'il se féminise. J'espère. Au sein d'Uber, sur le volet vraiment interne, combien de collaborateurs en France? On ne va pas aller dans le monde, mais collaborateurs en France? À peu près 120 collaborateurs en France. D'accord, qui sont plus sur des services de services clients, j'imagine? Alors, il va y avoir, là-dedans, je ne compte pas le service client. Il va y avoir les personnes qui travaillent dans les centres d'accueil pour les chauffeurs, et puis toutes les personnes au siège qui vont s'occuper de toutes les fonctions classiques du siège d'une entreprise, le marketing, les opérations, les équipes commerciales, etc. Fonctionnement classique. On va passer à la question du Collège de Paris, à présent. Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. Et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, une question que vous avez choisie parmi plusieurs, Laureline, c'est celle-ci. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de votre politique RSE au sein d'Uber? Dans notre politique RSE, en fait, on a différents volets. Donc, vous allez avoir un premier volet qui va être orienté vers l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quoi? C'est de pouvoir accueillir le mieux possible sur notre plateforme toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit ce handicap. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, aujourd'hui, 63% des personnes qui sont à mobilité réduite ont recours au service de VTC et taxi de manière générale, contre seulement 41% des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc on sait que le service et le transport est un vrai enjeu pour ces personnes-là. Et donc on a développé tout un plan. Pour vous donner quelques exemples, on a rendu obligatoire sur l'application pour les 45 000 chauffeurs qui sont actifs le visionnage d'une vidéo dans laquelle on leur rappelle, on les sensibilise à la question handicap. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment. Exactement. Voilà, qu'il faut, bien sûr. Et puis on donne des conseils simples. Par exemple, quand une personne se présente avec un fauteuil pliant, comment on fait en fait? Comment on prend ce fauteuil, comment on le plie, etc. Et puis rappeler aussi des obligations légales. C'est-à-dire que vous avez l'obligation en tant que chauffeur d'accepter une personne qui a un chien d'assistance avec elle, de l'accepter, par exemple. Parce qu'on s'en souvient, il y a eu des réticences parfois. Bien sûr, bien sûr. On peut aussi comprendre quand quelqu'un ne sait pas comment appréhender, qu'il n'a pas les clés. Et toute la question est là, c'est-à-dire qu'à la fois on peut comprendre et à la fois on ne peut pas accepter. Bien sûr, exactement. C'est bien résumé. On a également, par exemple, investi dans notre option Uber Access dans l'application, qui est l'option qui vous donne la possibilité d'avoir accès à un véhicule équipé avec un chauffeur qui est formé PMR, qu'on appelle PMR, donc personne à mobilité réduite, qui peut lui prendre en charge un véhicule avec une rampe d'accès, vous savez, un fauteuil électrique non pliant, typiquement. On a investi dans la formation de chauffeurs, donc 150 000 € qui ont été investis cette année pour pouvoir former davantage de chauffeurs. Et puis, on a aussi financé, dans le cadre des Jeux paralympiques, les trajets pour 50 000 trajets pour des para-athlètes, pour faciliter en fait toute la phase de préparation des Jeux pour eux, où ils doivent se rendre à leurs différents lieux d'entraînement, et c'est souvent difficile, complexe, de par le matériel à transporter, etc. Donc ça, ce sont tout un tas de choses qu'on a faites. Dans notre politique RSE, on a également un volet parité et égalité des chances dans l'entreprise. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais par exemple Uber se donne pour objectif et respecte aujourd'hui la règle de Mansfield, par laquelle par exemple 30% de toutes les personnes que l'on recrute, que l'on promeut, que ce soit en interne ou en externe, doivent pouvoir venir de groupes qui sont historiquement sous-représentés. On veille également à l'égalité des promotions, l'égalité salariale. Donc à chaque fois que les processus de promotion et de révision des salaires et de distribution des bonus se terminent, nous vérifions qu'il n'y a pas eu de discrimination et de biais entre les hommes et les femmes. Donc ça, ce sont des exemples. Parmi les difficultés, on a notamment, vous posiez un petit peu la question, vous y avez touché tout à l'heure, pointé du doigt le secteur dans lequel on doit encore s'améliorer, qui est aussi la représentation des femmes, cette fois du côté des chauffeurs. Je ne parle pas des salariés d'Uber, je parle des chauffeurs. Aujourd'hui, on a très peu de femmes sur la plateforme, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye de travailler. Oui, parce que c'est un métier qui est accessible en plus, et qui peut sortir aussi beaucoup de femmes de milieux, de zones défavorisées, de la précarité ou d'autant que, comme je le disais
disais tout à l'heure, par nature, il n'y a pas de discrimination, il y a beaucoup de flexibilité sur ce travail. Donc, je crois très sincèrement que c'est un métier qui présente beaucoup d'atouts. Davantage quand on a des enfants. Exactement, qui est parfois méconnu et dans lesquels les femmes ne se projettent pas toujours spontanément. Donc, on organise des tables rondes, des événements. Il y a quelque temps encore, j'ai présidé moi-même et j'ai accueilli en fait un certain nombre de femmes chauffeurs ou aspirants à l'être. Voilà, pour parler de ce métier, pour créer des zones d'échange et pour comprendre aussi quelles sont leurs difficultés. Absolument, très intéressant. Merci beaucoup. On va passer à la question du World Impact Summit. À présent, le sommet international des solutions RSE à impact positif, juste après le jingle. La question du World Impact Summit, Laureline, quelles initiatives spécifiques Uber a-t-elle mises en place pour intégrer l'environnement au cœur de sa stratégie et comment est-ce que vous encouragez ces bonnes pratiques en interne sur ce sujet? Bien, je le disais tout à l'heure, on a effectivement un engagement fort, notamment en ce qui va concerner l'environnement. Ce n'est pas le seul volet, mais celui-ci me tient à cœur. Je le disais à l'instant, 75 millions d'euros que l'on dédie à l'investissement en fait, pour électrifier la flotte de nos véhicules. Et donc, on est en chemin. Désormais, 16% de nos véhicules, des kilomètres roulés en France sur Uber qui sont sur des véhicules électriques. Et ça s'est fait au travers de différentes mesures, et notamment une aide financière aux chauffeurs pour l'acquisition de véhicules électriques. Aujourd'hui, un chauffeur, après 3 ans d'exercice sur la plateforme, puisqu'on a annoncé ce plan en 2020, donc il y a 4 ans, au bout de 3 ans d'exercice, pour vous donner un exemple, un chauffeur qui roule à plein temps peut débloquer une cagnotte de 4 500 € qui va être financée en partie par les passagers. Les passagers, depuis 2020, payent un petit surplus de 3 centimes par kilomètre pour constituer une petite cagnotte pour ces véhicules électriques. Et Uber, de notre poche, nous doublons la mise. Donc sur 4 500 € qui seront perçus par le chauffeur, la moitié viendront des passagers, la moitié sera financée directement par Uber. Et on a investi aussi dans des partenariats avec des constructeurs comme Tesla, BYD, comme Stellantis ou Renault-Nissan. On a investi aussi dans la recharge électrique. Une des difficultés, en fait, un des principaux freins, c'est ça. Vous avez 70% manque de bornes bien de sûr. recharge pour Et même c'est pour les particulièrement vrai à Paris parce que plus à Paris qu'ailleurs encore, les chauffeurs vivent dans des immeubles collectifs dans lesquels il n'est pas toujours facile de faire installer une borne de recharge et par conséquent vont être dépendants des réseaux de recharge publics qui ne sont pas toujours développés près de chez eux. Donc on investit aussi, on a débloqué une enveloppe de 5 millions à cet effet, soit pour l'installation d'une borne à domicile quand c'est possible, soit pour financer une bonne partie de la recharge électrique sur le réseau public. Donc on va passer à la question de l'hémicycle à présent. La question de l'hémicycle, c'est vous, Laureline, qui cette fois allez peut-être poser des questions, interpeller les hommes et les femmes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Laureline, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Un questionnement, un constat, peut-être une idée, une suggestion peut-être pour améliorer les choses. C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Eh bien, je vais tâcher de susciter leur intérêt en revenant sur la question de l'écologie et de la transition écologique. Cette année, en janvier 2024, la Cour européenne des comptes a établi que le principal levier qui avait eu l'effet le plus immédiat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports, c'est la transition vers l'électrique. Et quand on regarde en fait aujourd'hui, bien effectivement, les transports routiers représentent 29% des émissions de gaz à effet de serre et pas seulement, des polluants atmosphériques aussi, par exemple 50% des émissions de dioxyde d'azote. Donc on a besoin d'agir, c'est important. Et quand on regarde ce qui se passe dans les faits, comment évolue ce marché-là et l'évolution en fait des parcs de véhicules dans un pays comme la France, vous avez un peu plus de 60%, 65% aujourd'hui des véhicules qui sont achetés, des ventes qui ont lieu chaque année, qui sont achetés par des particuliers et 22% par des entreprises. Mais les véhicules achetés par des entreprises représentent
50% des immatriculations neuves en France. Donc les entreprises sont un véritable vecteur et un véritable vecteur pour transformer le parc automobile français. Or, la réalité, c'est que on a entendu des déclarations récentes de certains ministres, par exemple le ministre de l'Industrie, qui effectivement reconnaît le rôle que peuvent jouer les entreprises dans l'électrification. Et en même temps, quand la proposition de loi Adam a été étudiée au Parlement récemment, eh bien, le secteur dans son ensemble, qu'on appelle le secteur T3P, qui regroupe à la fois les taxis et les VTC, a été exclu de toute forme d'ambition en termes de transition vers l'électrique. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Le secteur des VTC et des taxis réunis représente aujourd'hui 100 000 véhicules en France. Les chauffeurs VTC renouvellent leurs véhicules en moyenne tous les 3 ans. Ce qui fait que, et les véhicules qui sont ensuite, que les chauffeurs, quand ils changent de véhicule, eh bien tout cela nourrit le marché de l'occasion. Les entreprises, encore une fois, 50% des immatriculations neuves qui seront demain les voitures du marché de l'occasion. Eh bien, ma demande au pouvoir public aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir des objectifs ambitieux en ce qui concerne la transformation et le verdissement des flottes, l'électrification des flottes d'entreprises, en fixant des objectifs clairs et en établissant la possibilité de mettre en place des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces règles, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que dans ce secteur T3P, taxi et VTC, eh bien Uber est la seule entreprise qui se soit réellement donné les moyens de cette transition vers l'électrique, et c'est bien dommage. Voilà, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Laureline. Et c'est vrai, puisque les particuliers achètent de moins en moins d'électrique. En tout cas, il y a eu un petit mou dans ce secteur. Les entreprises, elles, ont continué à investir, justement comme Uber, en tout cas, ont continué à investir dans le parc électrique. Et il y a le marché de l'occasion, vous le disiez, très intéressant, parce que ce seront les voitures de demain qui seront moins chères, en tout cas. Et quand on regarde aujourd'hui, vous avez le parc automobile français, 6% des véhicules qui sont des véhicules électriques. Chez Uber, je le disais tout à l'heure, c'est 16% des kilomètres roulés. Et les entreprises, c'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, c'est un raccourci, mais c'est possible de mettre des objectifs pour les entreprises et de tirer par le haut. Et de sanctionner celles qui ne le font pas. On parle beaucoup de sanctions parce que finalement, sinon ça prend trop de temps. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Laureline Seriès d'avoir participé à On se dit tout. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.